Nouvelle semaine, nouvelle édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite pour commencer, les intérêts supérieurs de la population malgache priment. C'est ce qui a été mis en avant lors de l'accueil des sommets de haut niveau, tels que le sommet de la COI et la visite d'État du président français. Par ailleurs, de nombreuses réunions ont été tenues en parallèle pour mettre en valeur les entrepreneurs malgaches, notamment la signature d'accords de coopération dans divers secteurs pour renforcer la coopération entre Madagascar et la République française, mais aussi les îles de l'océan Indien, et pour apporter des améliorations à ces domaines de coopération. Natera Kutuma, Vunzar Ranjiansu. 5 accords ont été signés entre les deux parties, Madagascar et la France, durant la visite d'État effectuée par le président français et son épouse à Madagascar le 23 avril dernier. Il s'agit notamment du protocole d'entente pour un partenariat stratégique avec l'Agence française de développement, de l'avenant numéro 3 au contrat de concession du barrage hydroélectrique de Voulbé, de l'accord d'établissement du Bureau d'expertise France à Madagascar et la convention du projet d'appui à l'amélioration et la productivité agricole à Madagascar au PAPAM, phase 2, et de l'accord relatif au volontariat international d'échange et de solidarité. La coopération entre Madagascar et la France s'étendra encore dans d'autres domaines et des négociations se tiennent toujours pour la suite et le renforcement de cette coopération, mais aussi pour son amélioration, selon la ministre des Affaires étrangères aujourd'hui, dans le cadre d'une conférence de presse pour faire le bilan de la visite d'État français à Madagascar à Anoussi. Dans la foulée, la ministre des Affaires étrangères malagasy, Rassa Tarafarvaftavk, a apporté des explications sur la poursuite des dialogues concernant la restitution des îles éparses. Selon elle, Madagascar n'a jamais abandonné ce dossier, mais poursuit toujours, par voie officielle, les démarches pour cela. Chaque pays campe sur sa position et le seul terrain d'entente possible est la mise en place de ce comité franco-malagasy qui a déjà effectué une première réunion en 2019 et qui se poursuivra au mois de juin prochain. Concernant l'accueil de la COI, outre la mise à jour des relations entre les îles depuis ses 40 ans d'existence de la COI, le sommet a permis de faire le bilan des travaux effectués au niveau de la COI, mais aussi de mettre en avant les défis à relever face au changement climatique, les relations commerciales, mais aussi de voir les intérêts communs des îles membres de la COI en ce qui concerne la sécurité et l'autosuffisance alimentaire. Outre les intérêts communs, Madagascar met toujours en avant l'intérêt supérieur du pays et du peuple dans l'accueil de ce sommet international. Madagascar ne cesse de déployer des efforts pour affirmer sa place au niveau international et cela prouve que la politique diplomatique du pays menée par le chef d'État est une réussite, souligne la ministre des Affaires étrangères malagasy. Par ailleurs, les préparatifs continuent notamment pour l'accueil du sommet de la SADC en août prochain. En économie, actuellement, la Banque centrale de Madagascar dispose de plus de 1 milliard de dollars de réserves de devises étrangères, soit l'équivalent de 6 mois d'importation, a indiqué son gouverneur Aivoanjian Arvel lors d'une émission spéciale diffusée sur une chaîne sœur. Toutefois, face au contexte économique international, notamment la baisse du dollar par rapport à l'euro, cette réserve pourrait rapidement baisser selon ses explications. Le gouverneur a évoqué parmi les solutions possibles la diversification des exportations, outre la vanille, le textile et les produits miniers. Les détails. Début avril, le dollar a enregistré une baisse de 1,1% face à l'euro. Pourtant, après les mesures prises par les autorités américaines pour affaiblir le dollar, l'euro s'est renforcé de 1,15% face à la devise américaine. À Madagascar, cette fluctuation a eu des répercussions. 1 euro s'échange désormais contre plus de 5000 ariars, alors que le dollar reste aux alentours de 4600 ariars, selon Aivoanjian Arvel, gouverneur de la Banque centrale. Toujours selon ce responsable, nous disposons actuellement de 1,8 milliard de dollars de réserves de devises, soit environ 6 mois d'importation. Toutefois, si les tensions commerciales internationales persistent, ces réserves pourraient être ramenées à 5 mois. Il précise que la stabilité de l'ariar ne dépend pas uniquement de Madagascar, mais repose aussi sur les échanges commerciaux mondiaux, la diversification des débouchés et l'ouverture économique vers d'autres pays. Actuellement, 60% des exportations malgaches sont libellées en euros contre 40% en dollars.
En l'absence de consensus international, le pays peut faire face à une inflation, a-t-il prévenu, soulignant les efforts entrepris par le gouvernement pour trouver des solutions et engager des dialogues économiques. Et la croissance économique de Madagascar n'atteindra pas les 5% prévus si les États-Unis appliquent une taxe de 47% sur nos produits d'exportation, a déclaré Rinja Asmbelu Rabarnirinarsan, ministre de l'économie et des finances, lors d'une intervention télévisée depuis les États-Unis samedi dernier. Toutefois, les négociations entre les deux pays sont déjà entrées dans leur deuxième phase, a déclaré l'ambassadrice de Madagascar aux États-Unis, Lantsou Rakutmalal. Les détails. Actuellement, 15,8% des exportations malgaches sont destinées aux États-Unis pour une valeur de 1 792 milliards d'ariars en 2024. Les principales marchandises concernées sont les produits textiles, 54,8%, les produits miniers, 23,07% et la vanille, 16,9%. Si la taxe de 47% annoncée par le président Donald Trump est censée entrer en vigueur le 9 avril est appliquée, les exportations malgaches vers les États-Unis diminueront fortement. De nombreux acteurs tels que les zones franches industrielles et le transport seront touchés et près de 180 000 emplois pourraient être menacés. Par ailleurs, l'objectif de 5% pour la croissance économique ne sera pas atteint, précise la ministre de l'économie et des finances, Rinja Asmbelu Rabarnirinarsan. Les premières relations commerciales entre Madagascar et les États-Unis remontent à 1867. Elles avaient été interrompues en 1896 avant de reprendre après notre indépendance. Aujourd'hui, Madagascar tient à préserver ses échanges, d'où l'organisation des discussions stratégiques. Selon l'ambassadrice de Madagascar aux États-Unis, Lantsou Rakutmalal, nous sommes actuellement engagés dans la deuxième phase de négociation. En parallèle, des discussions se poursuivent concernant le renouvellement de l'accord AGOA, censé expirer en septembre prochain. Cet accord, destiné à favoriser le développement économique de l'Afrique, vise à créer des emplois pour les jeunes et à attirer les investisseurs étrangers. La participation des femmes dans de nombreux domaines à Madagascar reste insuffisante malgré les efforts entrepris par le gouvernement actuel. Il est nécessaire de la renforcer afin d'atteindre la stabilité politique, la paix durable dans le pays et de s'orienter vers un développement durable. Tel est l'objectif de la table ronde organisée pendant 3 jours à Antananarive par le groupe de l'Union africaine, en collaboration avec le gouvernement malgache et plusieurs partenaires. Andiniana Martina et Andara Donarville pour plus de détails. 50,7% de la population de Madagascar est composée de femmes, selon les statistiques du RGPH3 de l'année 2024. Ce chiffre montre que les femmes sont majoritaires dans le pays. C'est un atout pour Madagascar qui doit être exploité dans tous les domaines, notamment afin de faire régner une stabilité et une paix durable. C'est d'ailleurs le thème débattu aujourd'hui lors de cette table ronde entre le groupe de l'Union africaine et le gouvernement malgache, précise la ministre de l'Enseignement technique, Marie-Marceline Rassoulouarsou. Il est donc nécessaire d'accroître la participation des femmes dans différents secteurs à Madagascar, surtout au niveau de la prise de décision. Plusieurs étapes sont déjà en cours du côté du gouvernement malgache pour renforcer cette implication des femmes dans le développement, mais également pour instaurer durablement la paix. Cela passe notamment par la mise en place de formations professionnelles au sein du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle destinée aux jeunes. Cette table ronde, axée sur la promotion de la participation des femmes dans la politique et la consolidation de la paix durable, qui a commencé aujourd'hui, va durer 3 jours. En politique, l'opposition à Madagascar tend de plus en plus vers le dénigrement sans réellement contribuer au développement ni proposer des critiques constructives pour améliorer la politique gouvernementale, selon le gouverneur de la région d'Analamang. D'après ce dernier, les attaques concernent plus la vie privée, les manières de s'exprimer ou les tenues vestimentaires, sans jamais orienter le peuple vers un véritable chemin de progrès.
Un reportage de Natera Koutoumaf et de Nzaren Jansou. Au lieu d'être fier de la réussite de l'organisation du sommet de la COI, l'opposition entraîne la population dans des faux débats procédant à des critiques futiles. Plutôt que d'apporter des suggestions constructives, ils s'en prennent à la vie privée du président Andrazouel, a affirmé aujourd'hui le gouverneur de la région d'Analamang, également secrétaire national du parti TGV. Par ailleurs, il a souligné que les responsables étatiques doivent redoubler d'efforts dans l'accomplissement de leur mission. La dynamique initiée pour l'accueil des délégations étrangères doit continuer selon le gouverneur. Concernant la région d'Analamang, les activités de développement ainsi que l'appui à la commune urbaine d'Antananarivo se poursuivront. Une préparation est également en cours pour maintenir cette dynamique collective en vue de la réunion de la SADC prévue en août prochain à Madagascar. Dans les actualités sociales, les paysans se disent satisfaits des résultats obtenus grâce aux semences de riz hybrides. Selon eux, la production de riz pourrait tripler, voire quadrupler grâce à ce type de culture. Le concours d'Awamboul, organisé par le député Andrati Vahin à Timjan, a mis en avant la culture de ce riz. Le député, accompagné du secrétaire d'État chargé de la souveraineté alimentaire, se sont rendus aujourd'hui dans les rizières pour constater l'évolution de cette culture. Radraman Nzatouf sur les images de Sech Anjanab. Les semences X261 et les semences de riz hybride ont été utilisées par les agriculteurs participant au concours d'Awamboul dans le district d'Atimjan. Ce premier concours vise à promouvoir la culture du riz hybride. 10 communes du district y ont pris part, représentées par des groupements d'agriculteurs modèles. Chaque groupe a cultivé une parcelle d'1 hectare. À quelques semaines de la récolte, dans le cadre du concours d'Awamboul, le député Andrati Vahin, le secrétaire d'État chargé de la souveraineté alimentaire Taïnia Vrazanamaef, ainsi que leurs collaborateurs et des techniciens chinois, sont venus rencontrer les agriculteurs à Fenouariv et à Latsinenambaza, dans le district d'Atimjan. Malgré le retard des pluies, les résultats de cette technique agricole sont visibles, a souligné le député. Le secrétaire d'État a précisé que le concours d'Awamboul s'inscrit dans la vision du président de la République pour le développement de l'agriculture et l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Le député et le secrétaire d'État ont tous deux réaffirmé leur engagement à poursuivre leur soutien aux agriculteurs engagés dans cette initiative. Il a également été annoncé que les agriculteurs ayant obtenu les meilleurs rendements lors du concours bénéficieront d'une formation en Chine. Et toujours dans ce contexte, le district d'Ambatfinanjan s'est lancé un défi, atteindre l'autosuffisance alimentaire. Selon les déclarations du député Richard Razafnjabar, il soutient pleinement les agriculteurs locaux. Il a affirmé qu'il est indispensable de donner un appui solide aux paysans pour leur permettre de se développer davantage et de pratiquer une agriculture professionnelle. Jean-Claude Anjamalal. Le député Richard Azafnjabar souligne que l'agriculture et l'élevage en milieu rural sont les clés d'un développement rapide. Toutefois, les paysans ne peuvent pas produire efficacement tant que règnent des problèmes fonciers, un manque de semences et d'intrants agricoles, ainsi que la dégradation des routes et l'insécurité, a-t-il précisé. Selon lui, la plupart de ces obstacles sont désormais surmontés dans le district d'Ambatfinanjan. Une collaboration étroite est déjà en place avec le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, ainsi qu'avec plusieurs associations et projets œuvrant en milieu rural. La commune de Souaven figure parmi les principales zones productrices de riz et dispose encore de vastes terres cultivables. Des travaux de réhabilitation des barrages et des routes d'évacuation des produits agricoles, aujourd'hui dégradés, sont prévus selon lui. En parallèle aux actions spécifiques en faveur de la production agricole, les domaines de la santé et de l'éducation ne sont pas négligés. Un budget issu du SIAD a été alloué, en plus des infrastructures construites par le gouvernement. La mauvaise gestion et l'absence de transparence par le passé ont contribué au retard de développement dans ce district, a rappelé le député.
Des projets restent à réaliser, notamment l'ouverture des sites touristiques. Il a également évoqué une attention particulière à porter aux recettes communales tirées des produits du district, tels que le riz, les arachides, les pierres et le bois. Des mesures strictes seront prises concernant la gestion de ces taxes, a-t-il conclu. C'est ce qui nous conduit aux actualités internationales. À l'issue de ces funérailles historiques, tous les regards se tournent désormais vers les 135 cardinaux électeurs convoqués au conclave pour choisir dans les prochaines semaines, à huis clos, dans la chapelle Sixtine, le prochain pape. France 24. Prier ensemble. C'est ainsi que les près de 200 cardinaux réunis à Rome vont traverser ces jours de deuil. Un temps de recueillement, avec un objectif, trouver le successeur de François. Chaque matin, depuis le lendemain de sa mort, ils se retrouvent dans cette salle du Vatican pour d'abord évoquer les enjeux de l'Église et exposer leur vision. C'est ce que l'on appelle les congrégations générales. À ce stade, ils restent totalement libres de leur mouvement et il n'est pas rare de les croiser aux abords de la place Saint-Pierre, au contact des fidèles. On vous souhaite un très bon conclave. Merci, merci. Pour ce cardinal espagnol, pas question encore de penser à un nom, mais plutôt à un profil. Un pape vaillant et accueillant et qui rassemble, comme l'a été le pape François. Une période de préparation fondamentale pour ce sacré collège qui n'a pas souvent l'occasion de se réunir. Cette semaine de congrégation générale et de deuil est aussi un temps d'échange, de connaissances. On imagine évidemment qu'il y a des dîners, des échanges informels aussi pour que les différents cardinaux puissent se connaître, se situer et trouver parmi eux celui qui leur semble le plus apte à exercer le travail. C'est seulement à l'issue de ce deuil que pourra s'ouvrir le conclave, potentiellement à partir du 5 mai prochain, au sein de la chapelle Sixtine. D'un peu plus de 200 dans les congrégations générales, ils ne seront à ce stade que 134 à participer au conclave, les moins de 80 ans étant les seuls à pouvoir s'y exprimer. Totalement coupés du monde, ils voteront 1 à 4 fois par jour jusqu'à ce qu'un nom obtienne 2 tiers des voix. C'est alors que les bulletins seront brûlés dans 7 cheminées pour que sorte enfin la fumée blanche et avec elle le nom du 267e pape. Le président américain Donald Trump a dit croire que le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky est prêt à renoncer à récupérer la Crimée occupée par la Russie au moment où les négociations sur l'Ukraine entrent ce jour dans une semaine cruciale selon Washington. France 24. La guerre en Ukraine prendra-t-elle un tournant décisif dans les prochains jours? C'est en tout cas ce qu'espère le secrétaire d'État américain Marco Rubio, au lendemain d'une entrevue surprise entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Je pense que cette semaine sera décisive. Nous devrons décider si nous voulons continuer dans ce processus. Il y a des signes d'optimisme, mais il y a aussi des raisons d'être réalistes. Nous sommes proches, mais pas assez proches. Alors que le président américain s'est montré très critique envers les dernières décisions russes, la pression s'accentue donc sur le président ukrainien. Selon la presse américaine, le plan de Donald Trump accorderait la Crimée à la Russie, mais aussi les 4 régions déjà largement envahies dans l'est de l'Ukraine et la levée des sanctions. Pensez-vous, Monsieur le Président, que Zelensky soit prêt à renoncer à la Crimée? Oh oui, je pense, oui. Écoutez, la Crimée, c'était il y a 12 ans. C'était le président Obama. Ils l'ont abandonné sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Alors ne me parlez pas de la Crimée. Parlez de la Crimée à Obama et à Biden. La centrale de Zaporijjia serait, elle, gérée directement par Washington. Et l'Ukraine gagnerait de son côté une aide à la reconstruction et des garanties de sécurité dont les contours sont encore flous. Des déclarations qui contredisent pourtant celles du président ukrainien, aussi soutenu par nombre de dirigeants européens. Ce dimanche, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a estimé que l'Ukraine ne devrait pas céder tous les territoires occupés par la Russie. Pour terminer, l'explosion dans le port de Saïd Raja, plus grand port de commerce d'Iran, samedi 26 avril, a fait au moins 40 morts et plus de 1200 blessés, selon un bilan revu à la hausse dimanche par la télévision d'État. Le guide suprême iranien a ordonné une enquête approfondie. France 24. Les pompiers continuent de lutter contre les flammes, sur terre et dans les airs. Ils sont appuyés par l'armée. Des renforts venus de Russie
sont également attendus. D'heure en heure, le bilan ne cesse de s'alourdir. Certains blessés témoignent. Tout l'entrepôt était rempli de fumée, de poussière et de cendres. Je ne me souviens pas si je suis passé sous la table ou si j'ai été projeté par l'explosion. L'incendie est parti d'une zone de stockage de produits chimiques dangereux, ce qui aurait provoqué l'explosion. Le président iranien s'est rendu sur place ce dimanche et a ordonné l'ouverture d'une enquête. Je tiens à présenter mes condoléances aux familles et aux proches des personnes décédées lors de cet incident. Nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. Sur ces images de vidéosurveillance publiées dimanche, on peut voir le départ de l'incendie qui a précédé l'explosion. Une déflagration qui a provoqué d'immenses flammes. Plus de 24 heures après les faits, certains viennent constater les dégâts sur ce parking. Aucun véhicule n'a été épargné. Vous voyez que toutes les voitures sont endommagées. Les toits, les pare-brises, tout a explosé. Situé à 1300 km de Téhéran, le port de Shahid Rajaï est stratégique pour l'Iran, puisque 85% des marchandises du pays y transitent. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après la série Squid Game. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir.